Bonjour, dans cette vidéo on va corriger les 18 premières questions de l'épreuve Chimie A, filière PC pour le concours d'admission à l'école polytechnique, le SPCI et à l'école normale supérieure de 2019. Première question. On nous demande ici de représenter trois formules mésomères pour le monoxyde de carbone et d'indiquer ensuite celle qui est la plus représentative. On part d'une première forme mésomère où on remarque que le carbone a une charge négative et l'oxygène a une charge positive. On fait la deuxième représentation, on obtient cette molécule, puis la troisième. Donc on obtient les trois molécules suivantes et on se demande laquelle est la plus représentative pour le monoxyde de carbone. La formule la plus représentative est la première, car dans cette formule, les atomes respectent la règle de l'octet et on remarque ici un ordre de liaison qui est la plus élevée pour cette représentation. Question numéro 2. On demande ici de préciser que les orbitales atomiques du carbone et de l'oxygène sont impliquées dans la liaison. On va d'abord, dans un premier temps, donner la configuration électronique du carbone et de l'oxygène. On remarque qu'il y a 4 électrons de valence pour le carbone et 6 électrons de valence pour l'oxygène. Alors, les orbitales atomiques qui sont impliquées dans la liaison, aussi bien pour le carbone que l'oxygène, sont les orbitales 2s, les orbitales 2px, 2py et 2pz, à la fois pour le carbone et l'oxygène. On demande aussi à cette question de représenter ces différentes orbitales, c'est-à-dire 2s, px, py et pz. On les représente, donc on obtient les représentations suivantes, à la fois pour 2s, px, py et pour pz. On va maintenant passer à la question suivante. On demande ici de décrire l'évolution de l'électronégativité sur la deuxième ligne de la classification périodique. Il faut savoir que l'électronégativité augmente sur une même ligne de gauche à droite et aussi de bas en haut. Étant donné que le carbone est avant l'oxygène, ils sont sur la même ligne, donc l'oxygène est plus électronégatif que le carbone. On demande aussi d'en déduire les énergies relatives des orbitales atomiques du carbone et de l'oxygène. Étant donné que l'oxygène est plus électronégatif que le carbone, donc ces orbitales atomiques seront plus basses en énergie que celles du carbone. Question numéro 4. On demande ici de faire correspondre les orbitales du tableau 1 allant de 1 sigma à 4 sigma avec ceux de la figure 1 allant de A à H. On va s'intéresser d'abord aux orbitales E, F, G et H. On remarque d'abord que l'orbitale E est une orbitale antiliante, F est également antiliante, G est une orbitale liante et H est aussi une orbitale liante. Pour E, on remarque qu'au niveau de l'orientation des orbitales, cette orientation est suivant X et étant donné qu'on a ici une orbitale antiliante, l'orbital E correspond à l'orbital πx étoile. De la même manière, F, qui est orienté suivant l'axe Y et qui est aussi une antiliante, représente l'orbital py étoile. On s'intéresse maintenant à l'orbital G et H, les deux sont liantes. On remarque l'orientation de H dans un premier temps est suivant X, étant donné qu'on a ici une liante. Cette orbitale H représente πx. On a donc ici un recouvrement important. Au-dessus et au-dessous par rapport à l'axe Z, il y a une densité électronique très importante. Et étant donné ici que l'orientation est suivant l'axe X, on peut dire que l'orbital H est l'orbital πx. On fait également la même démarche pour G. On a ici un recouvrement important donnant lieu à une densité électronique importante de part et d'autre de l'axe Z. G est une orbitale liante orientée suivant Y. G représente donc l'orbital πy. Pour résumer, E représente πx étoile, F πy étoile, H πx, G πy. On va maintenant s'intéresser aux autres orbitales.
Alors, pour les orbitales A, B, C et D, on remarque dans un premier temps que l'orbitale D est une orbitale liante, que l'orbitale A est une antiliante, donc on va noter tout ça. Donc D liante, A antiliante. B et C sont des non liantes, on verra pourquoi après. On s'intéresse à l'orbitale A. On représente l'interaction qui est suivant l'axe Z. On sait que cette orbitale est une antiliante. Si on revient maintenant sur le tableau qui était donné, on remarque que 4 sigma possède l'énergie la plus haute et 1 sigma la plus petite. Alors, il faut savoir que lorsque vous avez ceci, l'orbitale qui a la plus petite énergie correspond à une liante et celle qui a la plus haute énergie à une antiliante. Donc, on peut en déduire que 4 sigma correspond à A. Et par la même occasion que D, qui est une liante, et comme 1 sigma est une liante, D correspond à 1 sigma. On complète le tableau. Donc A correspond à 4 sigma et D à 1 sigma. Précédemment, j'ai indiqué que B et C étaient des orbitales non liantes. On va le montrer. D'abord pour B. Si tu as une interaction suivant l'axe Z, on dessine en rouge le premier plan nodal, puis le deuxième plan nodal. On remarque qu'entre ces deux plans, il y a un faible recouvrement, tellement faible qu'on va considérer que ce recouvrement est nul. C'est pour cela qu'on indique que cette orbitale moléculaire est une non-liante. J'ai légèrement exagéré au niveau de la distance entre les deux plans, c'est pour bien montrer qu'il y a un faible recouvrement quasiment nul. Cette orbitale correspond à la 3 sigma. Autre remarque montrant qu'on a ici une orbitale moléculaire non liante. Il faut savoir que les orbitales moléculaires non liantes présentent une faible densité électronique entre les noyaux et sont principalement développées vers l'extérieur, ce qui est le cas ici pour B et pour C. Donc 3 sigma correspond donc à l'orbitale B. Et par déduction, il nous reste 2 sigma qui correspondra donc à l'orbitale C. Question numéro 5. On demande ici de donner la configuration électronique du monoxyde de carbone à l'état fondamental. On sait que le carbone a 4 électrons de valence, l'oxygène 6 électrons de valence. Donc au total, on a 10 électrons de valence à positionner ici au niveau des orbitales. Donc on a la configuration suivante pour le monoxyde de carbone. Petite remarque au niveau des orbitales moléculaires, la haute occupée correspond à 3 sigma et la basse vacance correspond à Px étoile et Py étoile. On aura besoin de ça tout à l'heure. Question numéro 6, on va déterminer ici l'ordre de liaison de la molécule du monoxyde de carbone. On va utiliser la configuration électronique qu'on a obtenue tout à l'heure. On sait que le monoxyde de carbone a 3 liaisons liantes qui correspondent à 1 sigma, Px et Py. Il nous reste ensuite à positionner les deux non liantes. Bon, cette question n'était pas demandée. Donc, les deux non liantes, c'est au niveau soit de l'oxygène, soit au niveau du carbone. On verra un petit peu plus tard pourquoi. La 3 sigma correspond à la non liante du carbone. Donc, on obtient ceci. Pour déterminer l'indice de liaison, on fait le calcul suivant, c'est-à-dire le nombre d'électrons appartenant aux orbitales liantes moins le nombre d'électrons appartenant aux orbitales antiliantes. Donc on a ici l'opération suivante, 6 moins 0 divisé par 2 est égal à 3. En effet, il n'y a pas d'électrons sur les antiliantes. Cependant, on peut être amené à faire le calcul différemment et à considérer que 2 sigma et 3 sigma sont des liantes. Et on a le calcul suivant. L'indice de liaison correspond toujours à 3, mais l'opération ici sera 8 moins 2 qui est égal à 6. 6 divisé par 2, on obtient l'indice de 3. L'ordre de liaison étant de 3, on retrouve que la première formule mésomère décrite à la question 1 est bien la plus représentative du monoxyde de carbone. Question numéro 7. On demande avec cette question de déterminer quel est l'orbital moléculaire qui correspond au doublet non liant de l'atome de carbone. Ici, on a le choix soit entre 2 sigma et 3 sigma. Pour savoir si
c'est l'orbital 3 sigma ou 2 sigma, on va regarder le lobe le plus gros situé au niveau du carbone. Il correspond à l'orbital 3 sigma qui est nettement plus développé sur le carbone. Il correspond au doublet non liant porté par le carbone. À la question numéro 8, on demande ici de justifier la faible valeur et l'orientation du moment dipolaire. D'après l'allure des orbitales moléculaires, on remarque que la probabilité de présence des électrons est plus importante sur le carbone que sur l'oxygène, légèrement. Donc, cela explique l'orientation du moment dipolaire du carbone vers l'oxygène ainsi que sa faible valeur. Question numéro 9. On demande ici de montrer à l'aide des résultats de la première partie que la liaison avec un métal se fait entre le métal et l'atome de carbone et d'indiquer également l'orbital moléculaire du monoxyde de carbone qui est mise en jeu. On cherche ici la haute occupée car la liaison entre un métal et le monoxyde de carbone va s'effectuer par l'intermédiaire de l'orbital moléculaire de la plus haute occupée, HO. Ici, elle correspond à l'orbital moléculaire 3 sigma. On dessine 3 sigma et on remarque que l'orbital est plus développé au niveau du carbone. Donc la liaison entre le métal et l'atome se fera par le carbone. À la question numéro 10, on va indiquer les orbitales du monoxyde de carbone et du métal qui peuvent interagir. Alors pour le monoxyde de carbone, on a ici la haute occupée qui correspond à 3 sigma, des bases vacantes à Px étoile et Py étoile. Pour le métal, on a les orbitales D, mais également on peut avoir les orbitales Px, Py et Pz. On demande aussi de préciser les caractéristiques du ligand carbonyle et représenter également les transferts électroniques entre le métal et les ligands. On va d'abord s'intéresser au ligand carbonyle, à savoir est-ce que le ligand carbonyle est sigma donneur, pi donneur ou pi accepteur. On va s'intéresser à la donation, c'est-à-dire sigma donneur, et à la rétrodonation, pi accepteur. L'orbital 3 sigma du ligand donne ses électrons au métal. On dit ainsi qu'il y a donation du ligand vers le métal. Et pour la rétrodonation, Dx, Y et DYZ donnent leurs électrons au ligand. On dit ainsi qu'il y a rétrodonation du métal vers le ligand. À la question numéro 11, on demande quel est l'effet de la rétrodonation du métal vers le ligand. Une rétrodonation va affaiblir la liaison carbone-oxygène au niveau du ligand, mais va renforcer la liaison entre le métal et le ligand. En effet, une rétrodonation va remplir la base vacante du ligand. Alors, petite remarque concernant les interactions possibles entre Px étoile, Py étoile, 3 sigma et D. Souvent, on est amené à se poser ce genre de questions. Ici, on va considérer une liaison intermoléculaire suivant l'axe Z, c'est-à-dire que, par exemple, si vous avez un recouvrement axial, il se fera suivant Z. Donc, 3 sigma est suivant Z, et on va se demander quel orbital D va interagir avec 3 sigma. Ici, la réponse est la suivante. Étant donné que 3 sigma est orienté suivant Z, l'orbital D qui va interagir est l'orbital dz carré. On va considérer maintenant une liaison intermoléculaire suivant l'axe UY. Donc 3 sigma sera orienté suivant Y. Cette fois-ci, elle va interagir avec l'orbital D, X carré, Y carré. Donc dx carré y carré. Maintenant, on va s'intéresser au recouvrement non nul pour Px étoile, toujours suivant une orientation entre les atomes suivant l'axe UZ. Donc on représente Px étoile. Alors Px étoile va se recouvrir avec l'orbital, étant donné qu'on est suivant Z, avec l'orbital dxz. Maintenant, on se pose la question pour pi y étoile, toujours sur un axe UZ concernant la liaison entre les atomes. Cette fois-ci, on représente d'abord
pi y étoile, qui est orienté suivant y. Cet orbital aura un recouvrement non nul avec l'orbital d, y, z. Donc on représente l'orbital d, y, z et on remarque qu'il y a un recouvrement qui est non nul. Comme tout à l'heure, on va considérer maintenant que la liaison entre atomes est suivant UY. Cette fois-ci, on a PX étoile et PZ étoile parce que les liaisons axiales se font suivant UY. Donc PX étoile, on représente à gauche, va réagir avec DXY. Et de la même manière, PZ étoile va réagir avec DZY pour une orientation de la liaison suivant Y. Question numéro 12. On demande ici d'indiquer quel système modèle de mécanique classique est couramment employé en spectroscopie infrarouge pour décrire l'énergie de la liaison. Et ici, le modèle est le modèle de l'oscillateur harmonique. Question numéro 13. Citer la loi mécanique classique permettant de relier la valeur du nombre d'ondes mesurées en spectroscopie infrarouge à des grandeurs caractéristiques de la liaison à préciser. Donc ici, c'est la loi de Hooke, on va le démontrer ici, même si ce n'était pas demandé. Donc la loi de Hooke utilise Cal, la constante des forces de liaison, et aussi la masse réduite. On obtient ainsi la relation reliant la valeur du nombre d'ondes avec les grandeurs caractéristiques de la liaison. Pour répondre à la question numéro 14, on va s'aider du tableau périodique. On remarque que les différents métaux associés au monoxyde de carbone sont tous sur la même ligne. Plus on va vers la gauche, plus le nombre d'ondes diminue. Plus les énergies des orbitales atomiques des métaux vont augmenter, ce qui renforce leur interaction avec la base vacante du ligand. Ainsi, la rétrodonation va augmenter, ce qui est confirmé par le tableau. À la question numéro 15, on demande ici de déterminer le nombre d'électrons de valence du chrome. Donc on a sa configuration électronique qui est la suivante. Petite remarque, en réalité ce n'est pas 4s2, 3d4, mais 4s1, 3d5. En effet, lorsque l'orbital d est à moitié rempli, il est plus stable. Donc ici on a 4 plus 2 ou 5 plus 1, 6 électrons de valence pour l'atome de chrome. Alors pour répondre à la question numéro 16, il fallait appliquer la formule de l'énoncé. Le complexe étudié ici a une géométrie octaédrique. Dans ce cas-là, on remarque que le ligand carbonyle possède 4 voisins en position 6, donc un angle de 90 degrés, et un seul voisin en position trans, donc un angle de 180 degrés. On applique la formule de l'énoncé et on trouve que K a une valeur de 1623 newtons par mètre. À la question 17, on demande de donner une estimation de la valeur de la masse réduite en kg de la liaison carbone-oxygène. Donc on applique la formule pour déterminer la masse réduite. Donc la masse est obtenue en divisant la masse molaire par la constante d'Avogadro. Après calcul, on trouve une masse réduite en kg d'environ 1 10 puissance moins 26 kg. Question numéro 18. On vous demande ici de donner une valeur approchée du nombre d'ondes de la vibration délégation de la liaison monoxyde de carbone pour le complexe qu'on vient d'étudier. Ici, il fallait donc appliquer la formule de Hooke et après application, on trouvait environ une valeur du nombre d'ondes d'environ 2000 cm-1. On retrouve la valeur indiquée dans le tableau numéro 2. Le modèle est donc validé.